Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous RH Emploi. C'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job aujourd'hui, l'art au service de l'expérience collaborateur. On va en parler avec une artiste justement, elle est plasticienne. Béatrice Bissara est notre invitée. On verra son travail, ses œuvres en images. La pause café avec Caroline Ricross, c'est chaque mercredi. Elle nous parle des algorithmes. Et eux, vous allez le voir, ils ne font pas de pause café, les algorithmes. On en parlera avec Caroline. Et puis dans le cercle RH, notre débat quotidien, eh bien on recevra Audrey Bonfillon, la DRH Corporate, politique et développement des talents au Club Med, une entreprise patrimoniale. Tout le monde connaît le Club Med, une entreprise qui a beaucoup évolué depuis les années 70. On en parlera avec elle, une entreprise qui recrute par ailleurs. On fera le point dans le cercle RH. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, le CDI intérim avec de solides perspectives professionnelles sur des métiers en tension. Le marché notamment de la vente a le vent en poupe. On fera le point avec le directeur conformité du groupe Synergie. Voilà le programme. Tout de suite, bien dans son job et on part à la rencontre d'une artiste. Bien dans son job et on parle d'art. C'est assez rare dans cette rubrique, c'est intéressant de se dire, tiens, quand l'art rencontre l'entreprise, quand l'art rencontre le regard des salariés, des collaborateurs. Merci d'être avec nous, Béatrice Bissara. Vous êtes artiste plasticienne, c'est comme ça que vous vous définissez ? Oui, tout à fait. Polysensorielle. Polysensorielle. D'abord, j'aimerais, pour qu'on commence notre échange et qu'on y voit un peu plus clair, qu'on découvre vos œuvres, votre travail. On va le voir en images. J'imagine qu'avant de vous tourner vers l'entreprise, de créer finalement ce lien entre l'art, le regard, la sensation et les salariés. Vous étiez une artiste, j'allais dire tout court, dans un atelier. Comment vous avez rencontré l'entreprise ? Comment s'est fait ce lien avec l'entreprise ? En fait, moi, je fais le lien entre le bien-être et l'état du cerveau. Et en fait, évidemment, tout naturellement, ces œuvres peuvent parfaitement s'adapter au monde de l'entreprise. C'est plutôt comme ça que je fais ce lien. Je me suis pas dit, tiens, je vais aller vers le monde de l'entreprise. Tous les mondes peuvent, à vrai dire, accueillir mes œuvres. Voilà, ça peut aller Moi, je peux vous parler un petit peu plus, si vous voulez, des liens que je fais qui pourraient être utiles dans l'entreprise. Non, mais on va en parler, bien sûr. Et quand on va voir vos œuvres, je suis sûr qu'on va les découvrir dans quelques instants. Mais l'entreprise, c'est souvent très éloigné du monde des artistes plasticiens. Ils vivent leur art. Et puis, l'entreprise vit sa vie. Comment ça se passe ? Alors, vrai ou pas vrai d'ailleurs, les entreprises Je ne sais pas, parce que moi d'abord j'ai fait études de finance, management, sciences politiques, c'est ça que histoire de l'art. Donc effectivement. Vous avez un pied des deux côtés. Pas tout à fait, parce que je suis vraiment artiste maintenant. Voilà, définitivement, j'ai quitté ce monde par lequel je suis rentrée. Mais on va dire que toutes les expériences qu'on a de toutes les façons, elles nous transforment. Donc le monde de l'entreprise, je peux le comprendre d'une certaine manière. Alors on va voir votre œuvre. J'aimerais qu'on la commente avec vous, cette œuvre, qui sont l'esprit sont des cercles en métal ou en bois qui s'emboîtent. Comment ça se passe ? Est-ce qu'on peut voir les images ? Est-ce que c'est possible ? Alors, on va les voir, j'espère, vos images. Voilà, on les découvre, c'est formidable. J'aimerais... Comment ça se passe, là, votre dispositif ? Alors, c'est un dispositif synesthésique, son, mouvement, lumière. Donc, effectivement, là, c'est à l'arrêt. Et en fait, on a une boîte moteur, on a des boîtes moteurs derrière, des cercles qui sont imbriqués les uns dans les autres, à des distances différentes du mur. Et en fait, il y a tout un processus de programmation et de rythme. Le rythme est vraiment très important, de son, à partir de fréquences particulières, donc un gros travail aussi sur le son. Donc ça veut dire qu'il y a aussi ce travail d'une œuvre physique qui va provoquer des sensations par le mouvement, par le feulement, par le son, et qui va nous apaiser par la fréquence du son, des ondes, c'est ça l'idée ? Oui, alors en fait c'est programmé, donc il n'y a pas d'interaction. C'est motorisé, si j'ai bien lu. Tout est motorisé, c'est un dispositif complet, synchrone, c'est-à-dire que tout fonctionne ensemble, tout est programmé à l'avance, qui dure 20 minutes, mais qui se remet en route indéfiniment en fonction des passages. Et en fait, il a un impact. L'idée pour moi, c'est d'impacter le cerveau. Voilà, à différents niveaux. En fait, je le fais par les types de fréquences qui sont utilisées, donc toute la progression musicale, toute la progression rythmique,
Et puis, par la synesthésie, l'idée de travailler avec différents sens en même temps, c'est saturer les sens. Et saturer les sens, ça permet à un moment donné d'utiliser des fonctions cognitives différentes qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. En fait, on a vraiment un cerveau extraordinaire avec un potentiel infini. Et malheureusement, on est souvent contraint dans... qu'on n'utilise pas assez, d'ailleurs. Parce qu'on a des croyances limitantes, déjà. Donc, on est dans des fonctions, on est dans des réseaux neuronaux qui sont souvent déjà utilisés, réutilisés. Pour en sortir, il faut vraiment faire quelque chose, il faut vraiment faire une action, sinon on n'en sort pas. Mais cette œuvre, celle-ci en particulier, que je trouve très belle, elle est en bois, elle est en métal. En fonction de la matière, j'imagine que le son n'est pas le même, que le système n'est pas le même. Comment vous faites là d'un point de vue technique? Alors, il y a tout un système de motorisation derrière qui ne supporte pas des matières extrêmement lourdes. Je ne peux pas mettre du bronze. Moi qui ai travaillé 15 ans le bronze, effectivement, c'est trop lourd. Donc, je travaille surtout avec des matières qui sont légères. Moi, j'aime beaucoup le bois, parce que c'est naturel, parce que ça prend la lumière différemment, c'est souple. Moi, j'aime particulièrement le bois, mais ça peut être des plexiglas, ça peut être... Et pour le relier à ma première question, donc les salariés, les collaborateurs, se posent sur un canapé. Elle est posée où? Elles sont posées où, vos œuvres, qui sont à la fois, on l'a compris, des œuvres sonores et des œuvres visuelles? On s'assoit, c'est un peu comme au musée, on peut se prendre un quart d'heure et on se relâche, on écoute les sons. Comment ça se passe? Quelle est la relation qu'entretient le collaborateur avec votre œuvre? Alors l'idée, pour moi, c'est vraiment de les installer à peu près partout où c'est possible. Là où il y a de la vie, quoi. Là où il y a de la vie. Ça peut être le hall aussi, pourquoi pas. Mais alors dans ces cas-là, il faut quand même prévoir des sièges, parce que ce qui est intéressant, c'est de se poser un petit peu. Ça. Et l'idée, c'est que c'est pas juste se poser, se reposer. Moi, l'idée, c'est qu'effectivement, on arrive avec un téléphone, au bout de 5 minutes, on n'a plus envie d'avoir son téléphone parce que on est juste bien. Mais comme ça a vraiment un impact sur le cerveau, même avoir des conversations avec des personnes, ça apaise. Je suis sûre que ça change. Je suis sûre que ça change la communication en fait entre les personnes. Ça fait évoluer le type de communication. Donc, ce qui est intéressant, c'est l'art. Alors, on sait qu'il y a des entreprises qui font du mécénat, qui achètent des tableaux, qui les exposent dans leur hall. C'est assez classique. Mais là, c'est une expérience, je dirais, sensorielle et presque physique du bien-être au travail, parce que c'est ça la passerelle de vos œuvres. C'est de vous dire, je fais le pari que cette œuvre va apporter du bien-être dans l'entreprise. Est-ce que vous avez des retours de DRH, de salariés tout simplement, qui vous disent « Ah, qu'est-ce que j'ai été bien en me posant près de votre œuvre ?» Alors j'ai pour le moment pas encore énormément d'œuvres installées. Les 2 dernières années ont été un petit peu compliquées. Il y a des dossiers en cours. Il y a des dossiers en cours qui devraient aboutir dans les prochaines semaines. Il y en a dans le 8e qui sont installés et qui effectivement font leur effet. Et surtout partout où je les fais utiliser, pas forcément par des personnes dans l'entreprise, mais par toutes sortes de personnes. L'effet est très clair. On s'apaise. L'effet est apaisant, oui, parce qu'en réalité, ça agit sur tout le mode de fonctionnement, ça déstresse. Et le stress, c'est quand même la première problématique en entreprise et ailleurs. Donc Béatrice, ça devrait être remboursé par la Sécu, vos œuvres? Non, je ne sais pas. Peut-être que je fasse une action comme ça. C'est une action qui devrait être pérennisée dans tous les endroits où les salariés sont stressés. Et quand ils prennent leur quart d'heure de pause ou dans leur salle de repos, il y a des salles de repos, on installe l'œuvre, une de vos œuvres dans le lieu, non? L'idée, c'est aussi même dans une salle de réunion, parce qu'en fait, l'idée de ces œuvres, c'est qu'elles sont, si vous voulez, complètement modulables. Elles peuvent être petites, ça part de 80 cm de diamètre, ça peut faire 10 mètres de long. Moi, j'ai pas de souci. Donc, ça peut être très grand. C'est immersif, c'est expérientiel, mais c'est pas non plus invasif. C'est-à-dire qu'on peut mettre le son peu fort. Oui, parce qu'en plus, on peut moduler. On peut moduler le son. Oui, c'est important. Voilà, il faut pas l'éteindre complètement, mais on peut moduler le son. Et du coup, sincèrement, elle disparaît parce que les mouvements sont lents. Et voilà, il n'y a pas de raison en fait qu'elle interfère avec la question du travail. Elle ne va pas interférer. On est dans l'œuvre d'art, mais aussi un peu dans l'instrument de musique. Enfin, il mêle pas mal de choses, votre concept. Il est né comment d'ailleurs? Parce que vous faisiez du bronze, plasticienne. Comment vous avez évolué vers des œuvres motorisées? Donc ça demande une technologie, des fils, j'imagine. Comment vous avez évolué pour aboutir à cela? La genèse, en fait, c'est que depuis 25 ans, mes premières expériences de vision, sortie de corps, état d'expansion de conscience, datent d'il y a 25 ans. Sortie de corps? Oui. Voilà, c'est des états d'expansion de conscience particuliers. Et en fait, ça m'a par la méditation, par le chamanisme? Non, pas du tout. Alors moi, ça m'est arrivé, c'est totalement imprévisible. Maintenant, je comprends pourquoi ça m'est arrivé, mes recherches, mes questionnements, etc. Donc
Bon, et de toute façon, il n'y a jamais de hasard. Donc votre âme, enfin en tout cas votre esprit, c'est séparé de votre corps. Non, c'est pas ça. C'est en fait une expérience. Ce sont des expériences. Moi, dans mes expériences, je vole, par exemple. Mais je suis totalement réveillée. Donc, c'est des sensations complètement incroyables. Donc, en fait, on vit dans des espaces-temps limités. Il y a plein d'autres espaces-temps auxquels on peut accéder, parce qu'effectivement, notre cerveau est ainsi fait. Voilà, donc il y a les états de transe permettent ça aussi. Donc quelque part, on s'approche d'états particuliers qui permettent... Vous êtes dans un état de concentration intense pour arriver à atteindre ce niveau-là. C'est pas en marchant dans la rue, en faisant vos courses que vous vous mettez à voler. Non. Moi, ça m'est toujours arrivé dans les mêmes conditions, plutôt calme, tranquille, détendu. Mais par contre, pas du tout, ni en train de dormir, parfaitement réveillé. Et donc, en fait, les étapes, je ne vais pas vous l'expliquer, parce que c'est un petit peu long, mais c'est toujours les mêmes, et l'aboutissement est complètement incroyable. Donc, ça m'a beaucoup interrogé. Il y a de cela dans cette œuvre, en fait, que vous proposez aux salariés. C'est de cela dont il est question. Il est question de ça. En fait, j'ai voulu transcrire, donc je me suis passionnée pour les neurosciences, pour le cerveau, comprendre pourquoi je vivais ça, et donc essayer de... Et de le transposer. Effectivement. Donc, reprendre des principes finalement des neurosciences, des principes du mode de fonctionnement du cerveau, pour les appliquer effectivement dans des œuvres d'art et apporter quelque chose. D'abord parce que moi, c'était mon besoin, mon envie, et qu'effectivement, je trouve ça tellement extraordinaire. Le monde occidental limite beaucoup, à mon avis, le mode de possibilité du cerveau, parce qu'on est dans un monde extrêmement rationnel. On a beaucoup limité les choses. On formate dès le plus jeune âge. Et c'est quand même catastrophique, parce que très bien tout ça, très bien la rationalité, l'analyse, etc. Mais il ne faut pas oublier d'autres modes plus intuitifs. Évidemment. Qui, en fait, donnent un accès direct à une information essentielle et permanente. Elle porte un nom, vos œuvres? Oscillation intérieure. Oscillation intérieure, qui vient évidemment faire écho à ce que vous nous avez raconté dans vos expériences personnelles, dans votre corps, qui sont des expériences absolument incroyables que vous devriez écrire dans un livre. Ça viendra. Peut-être, j'en suis sûre. Merci Béatrice Bissara. Merci. Oscillation intérieure. Voilà. Je note avec ces très jolies œuvres, mais qui sont aussi sensorielles. Merci de nous avoir rendu visite. Voilà, je travaille avec une agence, Studio Artera. Vous pouvez aller voir mon site, béatricebissara.com. Et puis, moi, je suis ouverte à toutes les propositions. Ouverte à toutes les propositions. Attention, elles volent. Attention, méfiez-vous, elles volent. Merci. Merci. Voilà, et on a eu un petit son par ailleurs qui est aussi une expérience sensorielle dans notre émission. On va se tourner vers la pause café. Vous savez, dans l'entreprise, la pause café, d'ailleurs, où seront peut-être d'ailleurs installées vos expériences sensorielles. C'est la pause café, c'est avec Caroline Ricross. La pause café avec Caroline Ricross. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud. Alors là, à la pause café, c'est la question que je me posais en regardant votre chronique. Je me dis, mais est-ce que les salariés parlent de ça ou est-ce qu'ils s'interrogent sur la peur de perdre leur emploi à cause des algorithmes et de l'intelligence artificielle? Vous nous parlez justement de management et d'intelligence artificielle. Et oui, parce que selon une étude de l'OCDE qui a été publiée en décembre dernier, les fonctions managériales sont actuellement les plus transformées par l'intelligence artificielle, juste derrière les professionnels de la finance. Alors aujourd'hui, on a même un terme, on parle de management algorithmique ou de management par les algorithmes, Arnaud. Mais c'est quoi exactement ce management par les algorithmes? Alors, c'est l'usage de l'intelligence artificielle pour recruter, gérer la main-d'œuvre ou encore organiser le travail humain. Depuis longtemps déjà, les algorithmes sont utilisés pour optimiser le fonctionnement des machines. Mais depuis quelques années, et surtout la crise sanitaire et l'essor également du télétravail, ils sont utilisés pour réguler le travail et les relations humaines. L'intelligence artificielle est notamment utilisée aujourd'hui dans les grandes entreprises en matière de recrutement pour filtrer les candidatures ou encore évaluer les candidats au cours d'entretiens en ligne. Pour vous donner un exemple, le groupe L'Oréal utilise les algorithmes pour gérer ses plus de 100 000 candidatures annuelles pour les stages. 100 000 candidatures. Donc effectivement, il faut filtrer un peu. On filtre avec les algorithmes. Et on sélectionne. Autre utilisation de l'intelligence artificielle, Caroline, c'est la gestion, alors très concrète, de la main-d'œuvre. Et oui, ça va de l'organisation, de la répartition des tâches, au suivi du travail du salarié, voire aux prises de décision concernant par exemple la promotion d'un employeur ou même son licenciement. Et puis l'intelligence artificielle modifie aussi de plus en plus l'organisation du travail même, l'organisation du travail humain. D'abord, elle récupère certaines
certaines tâches que le salarié exerçait avant. Les tâches peut-être les plus simples, mais ça modifie quand même l'organisation du travail. De même, elle développe de plus en plus les relations robots-humains. Par exemple, dans les entrepôts de Lidl ou encore Aldi, les préparateurs de commandes travaillent ils sont guidés par un logiciel de commande vocale, ou alors encore les coursiers, Deliveroo ou encore Uber. Ce sont des algorithmes également qui fixent les trajets et les tarifs des courses. D'après le cabinet de conseil Gartner, d'ici à 2024, 30% même des équipes n'auront plus de patron. Elles se géreront en fait toutes seules grâce à ces algorithmes. Grâce ou à cause. C'est le cinquième élément, on les voit taper sur ces téléphones qui sont liés justement à ça. C'est vrai, je cherchais un film qui ressemble un peu. Il y a un petit peu de cinquième élément. C'est quoi les avantages justement et les inconvénients, alors vous l'avez évoqué, de ce management algorithmique? Eh bien, les avantages, c'est surtout au niveau des entreprises, forcément, que l'utilisation de l'intelligence artificielle est intéressante. Elle permet en fait d'améliorer la productivité. Selon une étude d'ailleurs réalisée en 2016 par le cabinet de conseil Accenture, l'intelligence artificielle pourrait contribuer à augmenter la productivité mondiale de 40% d'ici 2035 et 20% en France, c'est énorme. Pas étonnant donc que 42% des entreprises de l'Union européenne utilisent au moins une technologie de l'intelligence artificielle. C'est 36% des entreprises en France. D'accord. Et ce management justement par les algorithmes, est-ce qu'il a pour le coup de ce côté-là un avantage pour les salariés? Pas vraiment. Alors peut-être que l'avantage, ça facilite peut-être certaines tâches des salariés, mais il y a quand même pas mal de peut-être points négatifs ou en tout cas de risques avec cette intelligence artificielle pour les salariés. D'abord, il peut amener à une surveillance abusive. Alors, il existe de nombreux exemples. Le plus frappant, peut-être, c'est Amazon, notamment aux États-Unis, qui a mis en place, tenez-vous bien, des dispositifs portatifs afin de contrôler la productivité de ses employés et même de mesurer la durée de la pause pipi. Et ce qui est le plus grave, c'est que si ces dispositifs détectent trop d'infractions, ils peuvent déclencher une rupture automatique du contrat de travail. Il n'y a plus rien à faire, quoi. Indépendamment de la faisabilité pratique des objectifs fixés. Donc, si jamais il y a trop d'infractions avec ce système-là, le salarié peut être licencié. Le site américain même The Verge a révélé que plus de 10% des travailleurs d'un entrepôt d'Amazon avaient été licenciés par algorithme pour manque de productivité, Arnaud. Alors, depuis le début de la crise Covid, ces nouveaux procédés de surveillance des travailleurs sont considérablement déployés. C'est assez inquiétant parce que c'est Big Brother, puisque vous évoquez ça chez Amazon, et dans d'autres secteurs d'ailleurs. Parce qu'on parlait d'Amazon, là c'est évidemment les colis, mais dans d'autres secteurs. Et oui, selon une étude réalisée en 2021 par le cabinet d'études Vanson Bourne pour le compte de la société de services informatiques VMware, 22% des entreprises françaises ont mis en place des outils pour surveiller la productivité de leurs salariés en télétravail et 40% ont l'intention de le faire ou sont en cours de mise en œuvre. Un pourcentage inférieur d'ailleurs à ce qui est observé dans le reste du monde. Surveillance des mails, des connexions, des appels, les salariés sont de plus en plus contrôlés, Arnaud. Autre problème avec ce management par algorithme, c'est justement, là, on l'évoquera j'imagine avec Amazon, c'est le risque de discrimination. Et oui, alors j'ai encore un exemple avec Amazon. Amazon a par exemple dû abandonner son logiciel de recrutement. En fait, il était basé sur l'intelligence artificielle, ce logiciel, et il avait tendance à privilégier les CV d'hommes. En fait, il avait été entraîné sur les CV envoyés aux géants du commerce en ligne au cours des 10 dernières années, et il y avait beaucoup de CV d'hommes. Et donc, en fait, l'algorithme, on avait conclu que le variable sexe masculin était un facteur positif pour un potentiel recrutement. Autre risque de ce management, la perte d'autonomie des employés. Guidés de plus en plus par des machines dans leurs tâches, il y a une sorte de déshumanisation qui s'organise. Enfin, avec ce type également de management, des emplois vont disparaître. Selon une étude de l'OCDE, 14% des emplois pourraient disparaître dans les 20 ans. De plus, 32% des emplois risquent d'être totalement transformés par l'intelligence artificielle. Mais je crois que vous en avez déjà parlé. Et vous évoquiez que d'autres pourraient être créés, évidemment. Bien sûr, évidemment. Il y a un côté aussi. C'est disruptif, mais on recréera, enfin il faut l'espérer, en tout cas d'autres emplois. Concrètement, quel est le cadre législatif? Parce que là, c'est un peu inquiétant, cette surveillance des salariés. Ça avance, mais difficilement sur ces questions, parce que c'est quand même très récent. Alors, au niveau européen, en décembre dernier, la Commission européenne a présenté un projet de directive imposant plus de transparence aux algorithmes des plateformes de travail numérique. Cette directive crée aussi le droit de contester des décisions
automatisée et travaille sur une proposition de loi visant à encadrer le recours aux technologies mobilisant l'intelligence artificielle. Mais pour l'instant, il n'y a rien de très concret. Dans des domaines jugés à haut risque, comme par exemple les ressources humaines, on l'a vu avec l'exemple d'Amazon, ces technologies devront garantir la traçabilité de leurs résultats et se voir impérativement chapeauté quand même par un être humain, justement pour ne pas faire le type se faire virer par le robot là. Tout à fait. En France, le Code du travail et la Commission nationale de l'informatique et des libertés autorisent les solutions de surveillance des salariés à distance, ça existe, mais cette surveillance, elle doit être proportionnée et puis le salarié doit également en être informé, il doit être au courant. Enfin, à l'étranger, si on va aux États-Unis, l'Illinois est devenu le premier État à mettre en place en 2019 une véritable loi qui offre une protection aux travailleurs dans le domaine des ressources humaines. Alors, elle oblige par exemple l'employeur à demander la permission au candidat avant d'enregistrer une vidéo de son entretien à distance et d'y appliquer des algorithmes d'intelligence artificielle. Elle doit également l'informer des critères que le logiciel va utiliser pour l'évaluer et supprimer toutes ces données dans un délai de 30 jours. Donc la loi a encore un petit peu de route à faire. Il y a encore pas mal de avec évidemment comme ça, avec des zones grises. Merci Caroline Ricross de nous avoir éclairé sur cette question des algorithmes dans le management et dans les ressources humaines, évidemment, qui est le cœur évidemment des sujets de l'émission Smart Job. La transition ne va pas être facile, mais on va parler du Club Méditerranée. Il y a aussi probablement des algorithmes, mais il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes et d'hommes qui, évidemment, vous le savez, animent, accueillent, restaurent tous les touristes français, bien sûr, mais dans le monde entier. C'est une entreprise patrimoniale qui a fait un sacré bout de chemin depuis les années 60-70, avec ce côté un peu post-hippie. C'est devenu aujourd'hui une entreprise de tourisme de luxe. On accueille la DRH Corporate et talent du Club Med juste après la pause. Le Cercle RH, et c'est un grand entretien aujourd'hui avec bien une entreprise, à travers évidemment sa DRH Corporate, politique développement des talents au Club Med, Audrey Beaufillon. Le Club Med, quand on vous dit Club Med, évidemment en France, et j'allais dire dans le monde, tout le monde connaît, entreprise patrimoniale. Alors ça a été évidemment immortalisé dans un film qui passe régulièrement à la télévision, mais ça c'était le Club Med d'il y a 40 ans. On est d'accord, c'était le Club Med post-hippie, où c'était l'aventure Trigano. Le Club Med a 70 ans. 70 ans. 72 ans cette année d'ailleurs. Je vous pose la question parce que quand on est dans une entreprise aussi patrimoniale, aussi marquée, aussi identifiée, et on va parler recrutement évidemment, vous qui êtes dans cette entreprise, qu'est-ce qu'il en reste de cet esprit Club Med ? Il reste toujours ça dans l'entreprise, dans sa relation entre les collaborateurs ? Il reste un ADN extrêmement fort, en fait, qui est l'ADN de rassembler les gens et d'offrir du bonheur. C'est ce que nos fondateurs, Gérard Blitz et Gilbert Trigano, ont inventé il y a 70 ans. Et ce monde de créateurs de bonheur. Le premier club, c'est la Guadeloupe. C'était un des premiers, c'était la Guadeloupe. C'était les villages de Cazes. De Cazes, les premiers clubs, on est d'accord. Alcoudia. Alcoudia, c'est ça. Et donc après ça, on a entamé toute une montée en gamme à partir des années 2000. Et encore aujourd'hui. Exactement, qui encore aujourd'hui représente maintenant la majorité évidemment de notre parc, avec toute une gamme Exclusive Collection, qui est une gamme premium luxe parmi notre parc hôtelier. Excusez-moi, on est loin de les cases. L'esprit Club Med, pour ceux qui n'y sont jamais allés, c'est l'obligation. Peut-être que je crois que vous avez évolué. Lorsqu'on arrive avec son plateau le matin au petit-déj, les tables sont à 6. On ne peut pas faire des tables en tête-à-tête avec son amoureuse. Et on est obligé, parce que c'est tout l'esprit du Club Med, de partager des moments avec des inconnus. Est-ce que ça, vous l'avez toujours dans l'ADN et est-ce que c'est toujours dans la culture d'entreprise de ceux qui sont dans les clubs ? Alors, l'historique des tables de 8, c'était à l'origine, parce que les personnes voyageaient en train pour se rendre dans les villages à l'époque. Donc, et ils mettaient parfois 2 à 3 semaines pour se rendre de voyage, pour se rendre dans un village. Et quand ils arrivaient et qu'ils avaient partagé le même wagon de 8, les tables étaient faites pour qu'ils puissent continuer à parfaire la relation après. Donc ça, c'est l'origine des tables de 8. Et en effet, à partir des années 2000, on a vu aussi que cette diversification de notre clientèle, qui aujourd'hui est essentiellement famille, même si on a des offres jeunes couples, mais jeunes couples avec enfants, et puis nouvelle génération. Célibataires aussi, il y a aussi l'idée qu'on peut aussi intégrer les célibataires. Sûr. Alors,
tout le monde est welcome chez nous, évidemment, mais sûr. notre cible principale est la famille. Et la famille, j'allais dire, au sens élargi, au sens de la tribu et au sens 3 générations, puisqu'on accueille les grands-parents, les parents, les oncles, les tantes, les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, et tous ensemble, et faire vivre aussi une expérience en famille dans des lieux uniques. On va parler recrutement, parce qu'il y a 850 recrutements pour cet été. C'est important, c'est l'occasion vraiment d'en parler dans plein de secteurs qui touchent à vos activités. Évidemment, l'animation, ça va sans dire, mais l'hôtellerie, la restauration, enfin tous ces sujets. Dans le monde, et je pense à la Chine, puisqu'il y a une stratégie très forte de se tourner vers la Chine, c'est un peu une marque presque de luxe pour les Chinois, de se dire le Club Med, c'est un peu comme le Dom Pérignon ou la Veuve Clicquot, non? Il y a un peu de ça? Pour les Chinois, aujourd'hui, le Club Med, c'est déjà cette offre tout compris, haut de gamme, c'est du sur-mesure, c'est sans couture. On ne sort pas le porte-monnaie. Ils ont peu de vacances, enfin en tout cas moins que nous, même s'ils évoluent dans ce sens-là. Et donc quand ils partent en vacances en famille, c'est pour profiter, se retrouver, se reconnecter, ce qui est notre promesse client, cette reconnexion familiale, et je pense que l'offre leur correspond tout à fait. Audrey Bonfillon, alors maintenant qu'on a parlé de l'esprit Club Med qui reste, mais qui, on l'a compris, s'est transformé avec des offres, je dirais, plus qualitatives, plus premium, plus luxueuses, est-ce que vous êtes confronté, comme toutes les autres entreprises, malgré votre marque, malgré ce que vous représentez, à des difficultés de recrutement aujourd'hui, comme objectivement toutes les entreprises qui viennent sur ce plateau? Est-ce que c'est un peu galère? Alors, évidemment, cette crise Covid, elle n'a pas été sans effet. Il y a un désamour de certains métiers et de certaines formations qui s'est mis en lumière, notamment sur les secteurs de l'hôtellerie-restauration, où on voit que depuis 2 ans, il y a quand même 50% de moins de personnes qui rentrent dans ces formations-là en France. Et 18% de personnes dans ces secteurs aussi qui ont fait une reconversion professionnelle. Donc, non seulement il y a un désamour du métier, et en plus, il y a des personnes qui ont quitté ce métier-là du fait de se reposer des nouvelles questions dans la vie actuelle, mon rythme de travail, les horaires, le travail le week-end, les horaires en coupure, etc. Parce que, on va commencer par le métier en lui-même. Quand on est au Club Med, que l'on soit géo, c'est quand même un boulot qui n'est pas simple. J'ai fait ce métier pendant quelques années, pas au Club Med. C'est un métier, on démarre très tôt le matin et on finit très tard le soir. Et ça dure non-stop pendant 2-3 mois. Cuisinier, c'est pareil. Il faut quand même avoir la foi quand on intègre, on part loin, on se coupe de sa famille. Enfin, c'est compliqué comme métier. C'est le choix d'une expérience, en fait, parce qu'ils ont des horaires de travail qui sont parfaitement encadrés, qui sont dans le respect du cadre. Et puis après, il y a l'expérience qui leur est offerte, de vivre aussi l'expérience comme les clients, dans cette symétrie des attentions, et de se révéler à travers une possibilité qu'on leur offre, qui reste une possibilité, mais de participer à des spectacles, de partager leurs repas avec nos clients et de faire ces rencontres-là qui doivent les marquer pour la vie, puisque c'est l'expérience qu'on leur propose. Il vaut mieux le faire, parce que c'est tout l'esprit du Club Med, non? Enfin, c'est ce que font les directeurs, vos directeurs de village. Ils incitent leurs animateurs, leurs géos, à participer à la vie des... Alors, on force personne, évidemment. Aujourd'hui, si un cuisinier n'a pas envie de faire un spectacle, évidemment, on ne va jamais le mettre sur scène. C'est vraiment quelque chose qui doit être volontaire. Pour autant, si une personne, ça dépend les métiers, mais quand on est dans des métiers très front et qu'on ne vit pas cette expérience-là, on ne vivra pas à fond l'expérience Club Med. Enfin, ça n'empêchera pas que si on est compétent et investi, on peut continuer avec nous l'aventure. Palmarès Capital 2021, parmi les meilleures entreprises de l'hôtellerie, du tourisme, voilà, donc, et de loisirs, où il fait bon travailler. Donc ça, c'est aussi l'esprit Club Med. Et l'étude Harris de 2021, Harris Interactive, dans le top des entreprises préférées des étudiants et jeunes diplômés. Donc on comprend là la notion d'expérience. On se dit, je vais me faire 2-3 ans au Club Med. D'ailleurs, il y a quelques personnalités du monde du spectacle aujourd'hui qui en sont issues, qui sont des gens qui font des one-man shows et qui sont fidèles et qui citent souvent le Club Med d'ailleurs. Et puis, meilleure marque employeur sur LinkedIn dans les entreprises de 5 000 à 10 000 salariés. Ça, c'est quoi? Ça se cultive ou c'est parce que votre marque est patrimoniale et qu'après tout, les salariés se disent, bon, voilà, c'est une valeur sûre? Comment on fait là pour le cultiver, ça?
on ne vit pas sur 70 ans d'histoire sans le travailler, évidemment. Aujourd'hui, nous, on s'axe toujours sur le développement des compétences en promesse. La promesse, c'est se développer. Donc, on rentre au Club Med avec un diplôme ou avec moins de diplômes aussi. Mais en tout cas, où on va accélérer la personne, où on va lui promettre une formation, et notamment par nos parcours d'alternance, qui sont un de ces leviers, pour le faire progresser. Un Géo, c'est 8 saisons en moyenne. C'est la possibilité de grandir et de progresser dans la société rapidement, d'accéder aussi à des formations tout au long de sa carrière et d'accéder rapidement à des fonctions managériales. Ça, j'entends. Donc, s'il y a l'idée de garder vos talents et de pouvoir les faire évoluer dans l'entreprise jusqu'à... alors, je ne sais pas, pour ceux qui sont en front, c'est-à-dire les animateurs, les Géos, c'est quoi? C'est devenir chef de village, puis après, ils rentrent à Paris, ils quittent quittent les beaux lieux et pour entrer dans un siège, dans un bureau, c'est pas possible. Si, ils le font. On a des passerelles qui sont possibles, exactement des villages au bureau. 100% de nos chefs de village, donc nos directeurs de resort, sont issus de la promotion interne. Donc tout le monde a commencé Géo sur ce métier-là. Mais pour autant, sur des métiers de responsable de service, de responsable hôtelier, de room division, ceux qui s'occupent des parties hébergement, ou des sales, des techniques de vente, on recrute à l'extérieur déjà sur des métiers de manager parce que la richesse aussi, c'est de ne pas s'enfermer dans quelque chose de consanguin, etc. et de se nourrir aussi des compétences extérieures. Et puis aussi de bouger d'un village à un autre pour pas évidemment rester 8 ans, 7 ans dans le même village. Les compétences, et on va parler ensuite des métiers, mais les compétences, parce que vous nous l'avez dit au début de l'émission, le Club Med, c'est plus les cabanes et puis les danses sur la plage en mangeant des grillades. C'est devenu une hôtellerie de luxe. J'imagine que vous avez adapté vos recrutements aussi, vos exigences en matière de langue, en matière de qualité, de soft skills. Comment vous faites là? Comment on fait évoluer les recrutements avec l'évolution d'une entreprise? Vous avez parlé des langues, justement. On fait... C'est 67% de clients internationaux à la montagne. Enfin, on espère, ça reprend. On est en plein dedans, là. Hein. Exactement. Là, la saison est bonne. Là, ça se passe bien, là. On est en plein dedans. Donc, nous, c'est déjà l'anglais obligatoire. Et puis, des langues aussi que vont pouvoir parler les gens qui accueillent les enfants de qui ne parlent pas forcément encore couramment anglais, etc. Je veux dire, c'est compliqué, parce que déjà, c'est un métier sous tension, la petite enfance. C'est vrai à l'extérieur. Et vous avez une exigence supplémentaire, c'est-à-dire d'être capable d'accueillir des enfants à minima en anglais, en espagnol, brésilien, portugais, chinois peut-être, et russe. Oui. Comment on fait là dans le recrutement? Comment on fait pour trouver la perle rare? C'est pas si simple. On développe, alors si on travaille beaucoup aussi en travaillant avec nos pays sur l'Europe-Afrique, avec notre vivier portugais, puisqu'on a tout un vivier qui n'est pas ouvert, par exemple, l'hiver, où on fait venir des amis portugais, grecs, pour travailler dans nos villages montagnes. On recrute aussi sur les réseaux en fonction des langues, etc., sur la France. Donc c'est un critère très important, les langues. Très important, et plus spécifiquement, vous parliez de compétences sur le sens du détail, qui est pour nous quelque chose de capital quand on offre du haut de gamme. Et là, c'est toutes les formations qu'on va aller chercher, les partenariats avec les grandes écoles, les relations qu'on peut avoir sur la table avec Paul Bocuse, Ferrandi, qui sont nos partenaires de formation pour nos... Donc, j'allais arriver à vos métiers. Là aussi, c'est une évolution majeure. Les buffets du Club Med étaient connus parce qu'ils étaient copieux, parce qu'ils étaient diversifiés, parce que c'était très agréable. Là, on entend par les marques que vous utilisez que vous montez aussi en gamme sur le plan culinaire, notamment pour les clubs premium. Ça veut dire que derrière, il faut que les chefs de cuisine, que tous ceux qui sont en cuisine, que ceux qui sont même en service, en accueil, là aussi progressent. J'imagine que vous les accompagnez ou vous cherchez à l'extérieur à recruter ces profils-là? On fait du mix, on recrute aussi à l'extérieur, mais on recrute aussi sans diplôme. Alors sans diplôme, pour les métiers de la cuisine, il faut les bases de l'hygiène et de la sécurité. Oui, un minimum. Un minima. Mais en tout cas, nous, on s'attache aussi à former des managers développeurs.
Et c'est ça aussi qui fait grandir dans l'expérience, puisque nos managers sur site sont formés à être formateurs. Ils ont toute une palette de modules de développement en fonction des niveaux pour accompagner et faire monter en compétence leurs équipes. Donc on s'axe là-dessus. Et spécifiquement, pour vous donner l'exemple des métiers de la cuisine, on a monté l'Institut du goût by Club Med, qui est une école de cuisine tournante, en fait, qui se base l'hiver sur un des villages montagnes. Là, elle va se baser sur un village du printemps. Et où on fait passer l'ensemble des personnes qu'on recrute en session accélérée. Jusqu'au niveau sous-chef de partie. Non, c'est 5 à 10 jours de formation par personne. C'est dense. Exactement, avant qu'ils partent en village. C'est un tronc commun. Exactement. Alors, et ça permet aussi de réaligner les niveaux, de faire découvrir nos plans menus, toutes les nouvelles innovations qu'on propose chaque saison sur la table. Juste un mot sur la Chine, parce qu'on a bien les clubs traditionnels disséminés partout dans le monde, où il y a un recrutement local aussi, si je ne m'abuse. Oui. En Italie, on a des Italiens. Pour la Chine, comment ça se passe là? C'est du recrutement local, parce que les Club Med chinois, c'est quand même à destination d'un public chinois, nous sommes d'accord? Oui, mais la multiculturalité est une de nos 5 valeurs. Donc, en fait, on veut des équipes multiculturelles, que ce soit en Oui, c'est pas un club chinois pour les Chinois, on est d'accord. Donc, il y a une partie majoritaire de l'équipe qui fait partie de la Chine, mais des géos japonais, taïwanais, voire français. On a des géos français qui peuvent... Donc, ils doivent parler de chinois, on est bien d'accord? Non, ils parlent anglais. Anglais. Pour le coup. Donc, vous n'avez pas l'exigence de... Parce que c'est quand même très difficile. Alors, notre français qui parle chinois, on l'a pas encore trouvé au coin de la rue. Alors, le Club Med cherche le français qui parle le chinois pouvant partir en Chine. Mais on en a. Donc ça veut dire que c'est l'idée d'ouvrir au maximum tous vos clubs, qu'ils soient en Chine ou qu'ils soient partout dans le monde, dans une forme de mixité et de multiculturalisme. Sur le SAS de formation de 10 jours que vous avez, moi je trouve que ce qui est formidable au Club Med, c'est qu'en fonction de tous les clubs, on découvre par ailleurs des cuisines du monde. Ça, c'est très, très intéressant. Comment vous créez, ou pas d'ailleurs, une forme d'échange entre des chefs qui se trouvent à Saint-Domingue, d'autres au Brésil, d'autres en Chine, pour croiser finalement les saveurs? Ça, vous y avez réfléchi ou pas à cette question-là? Oui, c'est toute une communauté. Alors, c'est une communauté. C'est tout plus propre au service de nos prestations et de notre produit. Mais en effet, il y a beaucoup de recherche, d'innovation sur ce côté-là, et une formation permanente et une mise à niveau des chefs sur toutes les nouveautés marchés, les nouvelles tendances par pays, une analyse de tendance et une partage de best practices. Et il y a peu, on a rassemblé tous les chefs du monde dans notre village d'Opio, juste avant la crise. En France, en France, pour un grand événement et concours cuisine avec un jury, avec des chefs étoilés. Et donc, ils viennent du monde entier avec leurs techniques, leurs saveurs. Voilà, avec la veille, qui a gagné d'ailleurs, etc. C'était un binôme d'un chef et d'un responsable hôtelier qui venait de l'île Maurice. Mais je crois que je ne vous dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. C'est l'île Maurice. Voilà. Revenons à nos recrutements, 850 cet été. Dans la répartition, c'est quoi? C'est plus en cuisine, c'est plus en accueil, c'est plus en géo? C'est quoi la répartition? 850 à date qu'on recherche, on en recherche 570 dans l'hôtellerie-restauration. Donc, dans ces 570 d'hôtellerie-restauration, c'est la moitié sur l'hébergement. C'est-à-dire employés de chambre, employés de lingerie, gouvernante générale, etc. Donc ceux qui s'occupent des étages, qui s'occupent des chambres. Exactement. Et qui accueillent les clients. Pour partie la cuisine, la restauration, le bar, donc le service restaurant-bar. Voilà les métiers phares de l'hôtellerie-restauration chez nous. Il y a 2 sujets, on l'a évoqué déjà sur les tensions du secteur hôtellerie-restauration, où il y avait des tensions. La profession en France, parce que le débat aussi est posé avec d'autres pays dans le monde, vous êtes partout dans le monde, a augmenté de 9% les salaires. Sur la partie petite enfance et notamment les personnes qui font les chambres, femmes de ménage, tension aussi sur ces métiers. Vous avez des difficultés parce que c'est compliqué. Vous allez dire à une jeune femme de ménage française, dans 1 mois et demi, tu es à Saint-Domingue. Alors, éclairez-nous là. Dans les métiers de femme de chambre, nous, on a 2 statuts. On a le géo, gentil organisateur, qui est sur des métiers plus front, à qui on demande spécifiquement les langues, etc. Puis on a des métiers plus localisés. Quand je dis localisés, recrutement local. En France, voilà. D'accord. Donc nos GE, les employés de chambre, les employés de restaurant sont locaux. Donc ils peuvent être recrutés sur place et avoir un logement extérieur, ce qui a pu exister dans certains de nos villages s'ils habitent à côté. Mais sinon, ils sont évidemment logés, nourris dans nos resorts. Donc pour être bien précis, les personnes que vous recrutez, les fameux 850 pour l'été, c'est sur les clubs
français. C'est 70% de resort montagne sur ces 850 et 30% de balnéaire. Donc ça peut être balnéaire, ça peut être la Grèce, le Maroc, ça peut être tout notre bassin Europe-Afrique spécifiquement pour lequel on se parle aujourd'hui. Donc c'est plutôt sur un bassin européen, en tout cas français et européen, puisqu'on aura compris, le reste, pour les autres clubs du monde, c'est un recrutement pour les GE locaux. Non, parce que ça dépend les diplômes. Dans les métiers de la cuisine, nos sous-chefs, chefs de cuisine voyagent à travers le monde. Ils peuvent travailler en Asie, dans l'Amérique, etc. Comme tous nos diplômés dans la voile et les sports nautiques peuvent tout à fait partir faire la saison aux Antilles. Pour une expérience plutôt agréable quand on a envie de s'immerger et de s'impliquer. Ça ressemblera à quoi le Club Med dans 10 ans? C'est-à-dire, il montera toujours en gamme, ou est-ce que là, vous dites, par rapport aux collaborateurs que nous avons, on a atteint notre niveau de qualité, où il faut en permanence améliorer notre qualité et donc nos recrutements adaptés évidemment à ce niveau de qualité? Alors, si j'aborde la question par ma spécialité, les RH, et pas par la prestation, du coup, nous, en tout cas, notre enjeu, c'est d'améliorer sans cesse la qualité et le bien-être des équipes. Et aujourd'hui, je pense que nos métiers, notre métier de DRH, en tout cas nos métiers, ils ont évolué depuis 30 ans, où on était passé d'une gestion du personnel, là on abordait une gestion de carrière, une gestion de... Là on parle de bien-être même maintenant. Là maintenant, on est des DRH, on gère du bien-être. Enfin, au Club Med, ça semble, je sais pas, ça semble tomber. Alors, ça tombe bien qu'on soit au Club Med. Bah oui, pour nous, ce que je veux dire. C'était quand même assez une évidence. Mais de toute façon, c'est pas parce que c'est dans notre ADN qu'on doit pas re-questionner chaque fois nos pratiques et voir comment on peut s'améliorer. Parce qu'une de nos valeurs, c'est aussi l'esprit pionnier. Et comme on a ça dans notre ADN, comment on garde le cran d'avance pour justement attirer ces jeunes, les fidéliser, les faire vivre dans un endroit magique avec des avantages qu'ils n'auraient pas ailleurs et qui feront la différence par rapport au marché, leur pouvoir d'achat, leur pouvoir d'épargne, avec les conditions qu'on leur offre, logés, nourris, blanchis, puisque leur linge est lavé, l'accès aux activités, etc. Et on se dit aujourd'hui, une femme de chambre dans un hôtel en moyenne en France, voilà, elle gagne, si elle a un appartement et qu'elle fait ses courses, etc., 310 € net. Chez nous, elle a 860 à la fin du mois. C'est un calcul. Après, tout le monde n'a pas. Mais et chez nous, on recrute majoritairement des postes saisonniers, mais on peut travailler toute l'année. Parce qu'on peut passer de la montagne l'hiver au club l'été, quasiment avec un mois de battement sur la morte saison en octobre ou au mois de mai, et encore. Oui, et encore, on a ce qu'on appelle des rotations de printemps, puisqu'il y a encore des villages montagnes ouverts quand le printemps a ouvert, donc on peut vraiment enchaîner les saisons. Village d'altitude où il reste encore un peu de neige au mois d'avril. Voilà. Un mot quand même sur les directeurs de village, parce que ça c'est une question, comment on fait pour devenir directeur de village? Est-ce que là, dans les 850, il y a du recrutement, ou est-ce que ce sont des promotions internes de ceux qui ont été géo ou de gens qui étaient au siège du club et qui disent « j'ai envie de m'investir pour être directeur de village » parce que c'est une petite responsabilité. Il faut gérer les équipes au quotidien sur le site, il faut faire beaucoup de RP, il faut quand même avoir la main sur la cuisine. Enfin, c'est quand même une petite entreprise, un Club Med. C'est à la fois très ludique et sympathique, et il y a beaucoup de responsabilités. C'est une grosse entreprise par village, puisqu'ils managent jusqu'à 4 à 600 personnes. Ils peuvent, selon la taille du village, c'est très gros. Ils managent des grosses équipes, des managers de managers. 100% des chefs de village chez nous sont issus de la promotion interne. C'est ça. Le bon signe, c'est qu'on a encore fait une promotion de 4 personnes l'année dernière en contexte Covid. C'est quoi les critères qui font que vous, parce que vous êtes sur les talents, sur les corporates, sur la politique RH, c'est quoi les 3 critères clés où vous dites celui-ci, il fait l'affaire, celui-ci ne fera pas l'affaire? Vous les testez, j'imagine. Alors oui, on en a beaucoup plus que 4, mais en tout cas, c'est un leadership extrêmement inspirant. Une façon d'être. Il faut emmener les équipes. C'est l'amour du client. Parce que l'objectif, c'est le bonheur de nos équipes et de nos clients. Donc, c'est quelqu'un qui emmène les hommes, qui emmène ses clients, et c'est un créateur de bonheur. Et à côté de ça, comme vous le dites, des grosses structures, c'est aussi un gestionnaire, c'est quelqu'un qui a le sens de son business, c'est quelqu'un qui a le sens de la responsabilité. Et ça, on recrute avec des profils aussi internationaux, hommes, femmes. Enfin, on recrute, on fait promotionner. Et là, j'étais au Development Center, qui est
Là, on prépare une nouvelle promotion incessamment. Donc vous les préparez, il y a une formation. Exactement. Non, mais c'est important, ils n'arrivent pas comme ça. Non, ils ont été une semaine en formation, et même pour ceux après qui sont nommés, ils ont tout encore une partie de formation. On les forme sur quoi? Sur le savoir-être, sur la façon dont gérer les crises? Parce que il y a 1000 situations qui arrivent dans un village, il y a le gamin qui tombe, il y a des tensions avec les géos, il y a 1000 histoires dans un village. On les forme vous sur les la préparez? gestion de crise, on les forme sur le management inspirant, sur le management des nouvelles générations. C'est pour gérer la génération Z. Alors, dont ils font la majorité partie, aussi nos nouveaux chefs de village. C'est pas simple. On les forme sur tous les aspects prestations, la nouveauté, le sens du détail, etc. On les forme sur la vente, qui sont nos clients, quel profil. Et comme c'est des personnes issues de la promotion interne, ils ont quand même beaucoup d'expérience et de saison. Ils connaissent en général très bien les clients. Ils ont pour la majorité travaillé dans les 3 zones, l'Asie, l'Europe, l'Amérique. Ils les ont croisés parfois parce qu'il y a des habitués qui retrouvent le chef de village, parce que c'est un chef de village, on l'appelle le chef de village. Tout à fait. Il y a des clients qui les suivent. Et puis ce petit cocktail où il faut aussi donner quelques mots, et ça c'est important. Il est l'ambassadeur de l'entreprise quand même. Tout à fait. Donc ça c'est important. Vous voyez où, vous, dans 10 ans? Toujours au Club Med? Parce que l'esprit vous plaît? Parce que l'entreprise vous engage aussi? Ça, c'est une boîte qu'on ne quitte pas facilement, mais en tout cas, quand on la quitte, si un jour les gens nous le disent, on l'emporte avec soi. Le club, c'est une expérience qui marque pour la vie. Et il est tatoué. Voilà, c'est tatoué, et c'est ce qu'on propose aussi à ceux à qui on propose de rejoindre. Vient de toute façon. Tu décides de rester une saison, 4, 3, là en moyenne il reste 8, mais quoi qu'il en soit, t'apporteras avec... T'en tireras quelque chose. T'en sortiras grandi et t'en ressortiras une expérience assez unique. Avant de nous quitter, ce chiffre, 2000 géos et GE, donc ça c'est le personnel back-office qui s'occupe de l'organisation des chambres et de l'hôtellerie, ça c'est 2000 géos et GE et 850 pour cet été. On est d'accord? C'est le bon chiffre? J'ai l'impression que 850 personnes pour cet été, nous recherchons en recrutement. En recrutement, voilà. On est d'accord. Mais on recrute tout au long de l'année. Donc le plus simple, Audrey, c'est d'aller sur l'onglet puis de voir les offres. Club Med Jobs, un site entièrement rénové en 2021. Club Med Jobs. Voilà. Club Med Jobs, et du coup, vous avez l'ensemble des offres et vous êtes recontacté, entretien. Il n'y a pas besoin forcément de se déplacer, on s'adapte évidemment. La visio quand on est loin. Entretien téléphonique, visio, session de recrutement, présentation de l'entreprise, les conditions, etc. Et ensuite, en avant, après, hop, on vous appelle et on vous dit on vous dit rapidement si vous êtes sélectionné ou pas et où vous partez. Ensuite, c'est le sac et direction une destination. Et tout un parcours de formation et d'intégration à l'arrivée. Combien de temps là pour le géo, le parcours de formation? Une fois que vous lui avez dit OK, on part avec toi, c'est quoi? C'est 1 mois, 2 mois? Ça peut dépendre de son métier en fait. Ça peut dépendre de son métier, de son niveau d'expertise aussi. Est-ce qu'il arrive formé, pas formé? Donc ça peut être une courte intégration et simplement sur nos process, mais ça peut aussi être quelque chose de beaucoup plus long sur en fonction des techniques. En fonction des techniques. Bon, mais écoutez, je prépare mes sacs après l'émission et puis je pars vous rejoindre au Club Med. Avec grand plaisir. Vous me donnerez une belle destination, j'espère. Merci Audrey Bonfillon, vous êtes la DRH Corporate Politique et Développement des Talents au Club Med, entreprise que vous connaissez tous, qui recrute 850 personnes pour la saison d'été, mais qui recrute, vous l'aurez compris, tout au long de l'année. Merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. On termine notre émission avec un autre secteur qui a le vent en poupe, les secteurs sous tension, avec les CDI intérim. On en parle dans Fenêtre sur l'emploi. Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi pour parler de CDI intérim, mais de CDI tout court d'ailleurs, notamment sur des métiers en tension, et on en parle avec François Pinte. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes directeur conformité du groupe Synergie. Alors la conformité, c'est aussi les questions de RSE, et vous vous en êtes chargé. Il y a un sujet, commençons par le début parce que c'est très très intéressant. Il y a des secteurs sous tension qui peinent à recruter, on l'entend chaque semaine dans notre émission, pour ne pas dire chaque jour. Vous, chez Synergie, vous avez choisi une méthodologie que je trouve extrêmement intelligente, d'ailleurs en utilisant Un jeune, une solution, qui est le partenaire de notre émission. Vous êtes parti du principe que comme il y avait des tensions, il valait mieux recruter en CDI. C'est ça la philosophie? Oui, en fait, c'est la profession qui a lancé ce CD2I il y a quelques années maintenant. Alors certains s'y sont mis, d'autres non.
L'important, et je crois qu'on était vraiment dans l'innovation sociale, c'était de se dire, au fond, plutôt qu'avoir finalement des missions qui sont hachées, qui renvoient la personne à Pôle emploi, c'était de lui dire pourquoi on ne testerait pas, au fond, un modèle qui existe déjà dans d'autres pays européens. L'Allemagne pratique ce modèle, oui. À savoir, eh bien, vous êtes en CDI chez nous, et c'est à nous de vous trouver des missions qui se suivent, et donc il n'y a pas d'interruption. Pas de rupture de contrat. Voilà, il n'y a pas d'interruption de rupture de contrat, absolument. On les envoie chez différents clients, et l'idée c'est que finalement, au bout du compte, eh bien, une entreprise utilisatrice les repère, ils trouvent chaussures à leurs pieds, et ils sont embauchés dans l'entreprise utilisatrice. Donc ça devient un tremplin, Synergie devient le tremplin. Mais c'est évident que de toute façon, l'intérim ou le CD2I, qui est une je dirais, vraiment le contrat qui sécurise le parcours souvent d'une personne qui est très éloignée de l'emploi, eh bien, c'est un tremplin vers l'emploi. On a dans nos populations des gens qui sont très éloignés de l'emploi, qui n'arrivent pas parce qu'ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont pas de formation. Et donc, on les accueille, on les forme souvent, on leur propose, s'ils le souhaitent, ce CD2I, qui leur permet aussi cette sécurité, alors à la fois vis-à-vis de leur banquier, s'ils veulent acheter une voiture en consommation ou autre, mais aussi vis-à-vis de leur bailleur. Tiers de confiance, quoi. Ils se disent, il est en CDI. CDI, pas facile à dire, c'est CDI intérim ou intérimaire ? Intérimaire, hein, on est d'accord. Mais je veux dire, il fait office, pour la précision, pour le banquier, il se dit, c'est un vrai CDI, c'est pas un CDI en toc. On a des témoignages quotidiens de personnes qui nous ont dit que ce statut leur avait permis d'accéder à la propriété, d'accéder à la consommation ou d'avoir un logement, tout simplement. Vous dites que c'est une innovation sociale, c'est effectivement une innovation sociale. Comment vous avez utilisé le levier d'un jeune, une solution dont on parle beaucoup dans notre émission ? En fait, en mars 2020, lorsque le gouvernement a voulu lancer un message à la jeunesse française, l'idée c'était de savoir comment les entreprises pouvaient finalement s'accrocher et proposer des solutions. Alors beaucoup se sont lancés sur l'apprentissage, et nous, au fond, on s'est dit, on a un contrat. Ce contrat, il a l'avantage d'apporter toujours cette flexibilité, mais il sécurise le parcours du jeune. Et donc, on a décidé de consacrer 1000 contrats en CD2I pour des jeunes de moins de 26 ans alors on s'est engagé, nous, en juillet 2020, jusqu'à décembre 2000. Vous en êtes où, là, en termes on a signé le 1000e au ministère de la Jeunesse chez Sarah El Haïry en janvier dernier. Et on a même dépassé, puisqu'on était à 1050. Alors, cette opération, pour nous, c'était un objectif qui a été atteint. Ce n'était pas évident dans cette période de crise sanitaire où on ne savait pas trop comment les choses allaient tourner. Et finalement, nos équipes se sont engagées dans ce projet. Ça a été aussi un formidable moteur pour nos équipes parce qu'ils se sentaient utiles. C'est un challenge, Un challenge. Ouais. Ça, on voyait sur les réseaux sociaux, nos agences se disaient, ça y est, moi j'en ai fait 10. Et donc, ça a stimulé nos équipes pendant cette période qui était une période difficile. Quand même, quelques précisions sur le fameux CDI intérimaire. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du CDI, qui est la norme. Ouais. On en parle moins de ce CDI intérimaire, et c'est d'ailleurs l'occasion de notre échange. Durée maximale de 36 mois, on est d'accord ? 36 mois chez le même client, attention. C'est-à-dire que nous, on peut changer ensuite, évidemment, de client. Mais ce qui est formidable... Donc il fait 36 mois, pardonnez-moi, il fait au maximum durée, chez un client. Et le lendemain, vous le dites, tu repars ailleurs. Exactement, voilà. Et ce qui est intéressant pour nous, encore une fois, en tout cas chez Synergie, nous, notre volonté, on a une conception de l'intérim... Je veux le croire, qui est une conception responsable. C'est-à-dire qu'on sait bien que très peu d'intérimaires choisissent ce statut. Certains le choisissent. On sait que quand certains ont une bonne formation, une bonne qualification, eh bien, ils veulent garder cette liberté, au fond, de choisir leur entreprise, de choisir leur période de vacances, etc. Et on dit généralement qu'il y a 20% dans l'intérim qui choisissent ce statut. Mais on sait bien que le reste, ce sont des personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui espèrent un CDI à la fin. Beaucoup subissent, entre guillemets, exactement. La situation, c'est vrai. Et donc notre rôle à nous, c'est, si on veut, c'est de les accueillir, de les former et de les emmener vers l'emploi durable. Nous, chez Synergie, on a cette volonté de pratiquer un intérim responsable. Et on n'a pas la vocation à garder des intérimaires ad vitam aeternam. On est des tremplins vers, vous le disiez tout à l'heure, vers l'emploi durable. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au fond, encore une fois, qu'ils soient en intérim ou avec ce CD2I, on voit que les entreprises utilisatrices, finalement, c'est de la pré-embauche.
Et à un moment donné, c'est les 6 mois pour tester le collaborateur et se dire il fait l'affaire ou il ne fait pas l'affaire. Et c'est pas grave. Prenons les choses de façon réaliste. C'est la réalité d'un marché. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir cette confiance, de connaître le savoir-être du candidat. Et on voit aujourd'hui qu'on a des très beaux résultats dans les ruptures des CD2I. Et au fond, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, il y en a... Eh bien, il y en a 70% qui sont embauchés dans l'entreprise utilisatrice, voilà. en CDI. Ça, c'est une bonne nouvelle quand il y a la rupture du CDDI. Ça veut dire qu'il est passé en CDI de l'autre côté. Mais bien sûr. Pourquoi on ne le généralise pas plus? Qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il y a beaucoup de secteurs, la petite enfance, le BTP, le transport, enfin tous les secteurs que vous connaissez qui sont sous tension. Moi, je suis convaincu que c'est un contrat qui va croître. Chez nous, on est déjà à 10% de nos intérimaires qui ont ce statut. Juste un détail, quand il pousse la porte, l'intérimaire, alors il peut être éloigné de l'emploi ou il peut avoir une compétence technique, professionnelle. Vous l'informez? C'est vous qui lui dites vous pourriez... Absolument. Parce que lui, il ne connaît pas forcément C'est très important qu'il ait cette opportunité. Alors, on ne le propose pas évidemment à tout le monde. Nous-mêmes, il faut qu'on connaisse le candidat, on voit qu'on évalue ses compétences, son savoir-être, etc. Parce que c'est un vrai engagement pour nous, parce que nous, on s'engage sur la durée avec lui aussi. Vous portez garant de ce collaborateur. Exactement. Il devient votre collaborateur, en quelque sorte. Absolument. Donc, il faut qu'il y ait une vraie confiance avec lui. Et donc, c'est un choix qu'on fait. Mais alors, parfois, c'est un pari, mais c'est une vraie relation de confiance qui se crée. Et on a beaucoup de jeunes qui ont témoigné à l'occasion de cette signature un peu symbolique qu'on avait réalisée. Oui, j'ai vu l'histoire de Julie, de Kader. Qui ont témoigné finalement de l'opportunité que ça a créé, du lien qu'ils avaient aussi avec leur agence. Parce que vous savez, on parle beaucoup des plateformes digitales aujourd'hui où il suffit de taper pour trouver. Mais nous, on pense que la relation humaine, que le contact humain a une vraie... Donc, vous gardez les agences avec un pupitre, un bureau. On garde nos agences, absolument. On en a 350 en France, 750 dans... Oui, c'est un groupe international, il faut le préciser. On est présent dans 17 pays. Mais c'est vrai qu'en France, ce modèle du CD2I se développe aussi avec cette relation humaine, parce qu'on parle de formation, on parle de sécurité aussi, ce qui est très important en matière d'intérim, parce qu'il y a beaucoup d'accidents du travail, et il faut réussir à les réduire. Et c'est cet accompagnement qui fait la réussite d'un parcours. Ouais, et puis je retiens quand même que c'est aussi un élément très utile pour des jeunes qui s'engagent sur le marché du travail d'avoir un accès à un emprunt pour acheter une voiture, pour pouvoir éventuellement avoir un logement, le louer sans même l'acheter, parce que c'est aussi les débuts de la vie qui font que on a besoin d'avoir une banque qui vous soutienne. Au niveau du chiffre, vous avez dit 10% de l'ensemble des personnes de Synergie en France, bien sûr. Sur nos 30 000 intérimaires, on a aujourd'hui 3 000 personnes en CD2I, et notre objectif est d'arriver à 15% dans les 3 ans. On a des objectifs, on est convaincu chez Synergie que c'est un contrat d'avenir, et donc on va le développer. Maintien d'une rémunération, il faut le préciser, c'est la durée maximum de 36 mois, 18 mois pour un contrat d'intérim classique, donc c'est pas inintéressant. Effectivement, c'est une forme de longue période d'essai pour voir si la personne fait l'affaire. Ça les garantit de l'avantage du CDI, il faut le préciser, sur la formation, les congés payés, et maintien d'une rémunération au moins égale au SMIC, qui est majorée de 15% pour les agents de maîtrise et de 25% pour les cadres entre 2 missions. C'était juste avant de partir, oui, quand il y a un trou de mission, il y a une semaine où vous prenez en charge. On prend en charge, absolument. Merci François Pin de nous avoir éclairé sur ce CDI dont on devrait beaucoup plus parler, le CDI intérimaire. Vous êtes directeur conformité RSE dans le groupe Synergie, qui est un groupe international, vous l'aurez compris, 5e groupe d'intérim en France. C'était un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau. L'émission est terminée. Merci de l'avoir suivi. C'est un vrai plaisir de partager ce moment chaque jour avec vous. Merci à toute l'équipe. Merci à Ulysse pour la réalisation. Merci à Saïd pour le son. Merci à Fanny Griesmer, évidemment. Et merci à Carla pour l'accueil invité. Je vous retrouve demain, si tout va bien. Bye bye, portez-vous bien.